Alhamdulillah. Ok, je pense que je peux démarrer. Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir, chers collègues. Et bonsoir également à l'ensemble des personnes qui nous suivent donc à travers la chaîne Marketing TV Monde. Aujourd'hui également, j'ai l'honneur de vous présenter donc une matière qu'on appelle la technologie tarifaire. Mais avant d'aborder donc le sujet, je dois d'abord présenter mes excuses pour la semaine passée. Vraiment, j'étais trop pris, trop fatigué. C'est pourquoi donc vous ne m'avez pas vu donc le dimanche passé. Je m'en excuse. Alors, pour aborder donc le sujet d'aujourd'hui, en ce qui concerne donc la technologie tarifaire, je dois vous dire tout de suite que c'est une matière capitale en matière donc de dédouanement. Parce que qu'est-ce qu'on entend par technologie tarifaire? La technologie tarifaire, nous dit-on, c'est une méthodologie logique et cohérente qui permet aux déclarants de classer n'importe quel produit dans la nomenclature douanière afin de permettre au service des douanes la détermination de l'espèce tarifaire. Je dis, la nomenclature, la technologie tarifaire donc peut être définie comme une méthodologie logique et cohérente qui consiste à classer n'importe quel produit importé ou destiné à l'exportation dans le tarif des douanes afin de permettre au service des douanes maintenant la détermination de l'espèce tarifaire. Qu'est-ce qu'on entend par l'espèce tarifaire? Je m'en vais encore vous donner donc faire un petit rappel parce que j'avais dit que l'espèce tarifaire était donc un des principaux éléments de la taxation. J'avais également donné son importance dans le cadre de la taxation. Donc je tiens à vous rappeler que l'espèce tarifaire, ce n'est rien d'autre sinon l'appellation que le tarif des douanes donne à une marchandise bien déterminée. Et on avait dit également que cette espèce tarifaire a deux composantes. Elle est composée d'une part d'une partie littérale appelée le libellé tarifaire ou la désignation commerciale, et d'autre part d'une partie numérique qu'on appelait la nomenclature, qui est le numéro d'identification donc du produit dans le cadre du commerce international. Maintenant, son importance c'est quoi? L'espèce tarifaire nous permet maintenant tout simplement de localiser l'ensemble des droits de taxe afférents à un produit. Donc pour taxer un produit, il est impératif de trouver donc son espèce tarifaire, autrement dit donc sa nomenclature tarifaire. Alors quand on donne maintenant, quand on parle de technologie tarifaire, on parle forcément donc de ce tarif des douanes qui nous permet de classer. Alors qu'est-ce qu'on entend par la nomenclature douanière? La nomenclature douanière, je peux le définir comme étant l'ensemble des éléments que constitue le tarif des douanes. À savoir, vous avez les sections, vous avez les chapitres, vous avez les sous-positions tarifaires. Donc je dis, la nomenclature donc peut être définie comme étant l'ensemble des éléments que constitue le tarif des douanes, à savoir les chapitres, les sections du moins, les chapitres, les positions tarifaires et les sous-positions tarifaires. Voilà donc la composition donc de la nomenclature tarifaire. Maintenant, la technologie tarifaire consiste maintenant, est une arme qui autorise maintenant aux déclarants de pouvoir trouver n'importe quelle espèce tarifaire de n'importe quelle marchandise, qu'elle soit importée ou bien destinée à l'exportation. Maintenant, quels sont les outils qui doivent maintenant l'accompagner pour parfaire une telle classification, pour atteindre son objectif? Si donc l'objectif du déclarant, c'est de pouvoir classer le produit dans la nomenclature, afin de permettre au service des douanes de connaître quels sont les droits de taxe afférents à ce produit. Donc l'objectif c'est la détermination des droits de taxe. Par quelles voies et moyens maintenant nous devons passer pour accéder à ce résultat? Nous dit-on. Je m'en vais donc vous donner
ce qu'on appelle ici, ce que j'entends ici par donc les outils pédagogiques. Quels sont les moyens matériels qui m'autorisent maintenant à faire une bonne classification? Il me faut déjà un tarif des douanes. Il me faut également le tableau synoptique du tarif. J'entends par le tableau synoptique, c'est le résumé du tarif. Dans le tableau synoptique, vous ne verrez pas les positions tarifaires ou les sous-positions tarifaires. Le tableau synoptique s'intéresse tout simplement au nombre de sections et aux différents chapitres. Donc il me faut le tarif et le tableau synoptique et ensuite un dictionnaire. Le dictionnaire également a une place de choix dans le cadre de la taxation parce qu'il n'est pas toujours évident que le déclarant puisse comprendre tous les produits qui sont débarqués au port. Comme il est tenu maintenant de les dédouaner, donc il est tenu de les classer, il est tenu donc de déterminer leurs droits de taxe, il doit donc connaître leur nature. Et pour connaître donc la nature d'un produit, la définition d'un produit, il faut se prémunir donc d'un dictionnaire. Donc voilà les outils pédagogiques qui m'accompagnent maintenant dans mon œuvre de classification, dans mon œuvre de classement. Vous suivez? Donc ici, j'ai dit, il me faut donc le tarif des douanes, il me faut le tableau synoptique et il me faut maintenant le dictionnaire. Maintenant, quels sont les prérequis, quelles sont les connaissances maintenant qui m'accompagnent à aller atteindre maintenant mon objectif? Maintenant, je dois maîtriser ce qu'on appelle dans le tarif des douanes les règles générales d'interprétation pour la nomenclature tarifaire, communément appelées les RJNT, règles générales d'interprétation pour la nomenclature tarifaire. Donc l'étudiant doit au moins comprendre le sens de l'interprétation de chacune de ces règles avant de pouvoir classer. Il me faut donc la maîtrise de ces règles de classification qui sont au nombre de 7, les RJNT, règles générales d'interprétation pour la nomenclature tarifaire. Je peux les donc résumer au nombre de 7. Ensuite de la maîtrise donc de ces règles générales d'interprétation, il lui faut également à cet étudiant de pouvoir utiliser ce qu'on appelle ici donc les critères de classification donc de la marchandise. Les critères de classification. Comme donc prérequis, l'étudiant doit être outillé donc de la maîtrise donc des règles générales d'interprétation. Également, il doit avoir la maîtrise des critères de classification qui sont au nombre de 4. Pour classer une marchandise, donc, il faut se référer donc à ces critères de classification. Donc, pour me résumer, donc pour atteindre mon objectif ici, permettre donc à l'étudiant de pouvoir classer n'importe quel produit dans la nomenclature, alors donc je dois mettre à la disposition de l'étudiant les moyens matériels qu'on appelle ici donc outils pédagogiques. L'étudiant doit disposer d'un tarif, d'un tableau synoptique et de son dictionnaire. Maintenant, je vais lui apporter maintenant les connaissances utiles pour maintenant arriver au bon classement. Alors, quels sont ces éléments outils? Donc, ce que j'appelle ici donc les moyens, donc les prérequis. Nous devons donc maîtriser les RJNT et maîtriser donc les critères de classification. Alors, ici, quelle est l'importance de ces RJNT? Comme son nom l'indique, règle générale pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire. Si je vous dis que le tarif des douanes, comme je l'ai dit, est constitué de l'ensemble donc des éléments comme les sections, les chapitres, les positions et les sous-positions. Alors ici, pour mieux comprendre, il faut considérer le livre, ce tarif des douanes, comme étant une ville où habitent toutes les marchandises qui font l'objet donc de commerce. J'assimile donc le tarif des douanes à une ville où habitent toutes les marchandises donc qui font l'objet d'échanges internationaux. Donc le tarif des douanes, c'est la ville où habitent tous les produits donc importés ou destinés à l'exportation. Alors pour arriver maintenant à localiser un produit, comme on a parlé donc de ville, on sait que donc toute ville est constituée de quartiers. Donc le tarif est constitué de sections. Ces sections ici, je les assimile donc au quartier. Alors dans le tarif, vous avez combien de sections? On nous dit on a 21 sections. Si on compare par rapport à notre ville, on dira donc que dans notre ville, les marchandises sont réparties donc dans 21 quartiers. On suit bien, mais qui parle de quartier également, tout le monde sait que donc un quartier est constitué de familles. Vous voyez, donc les sections qui représentaient là-bas donc les quartiers seront subdivisées en positions tarifaires. Et ces positions tarifaires maintenant correspondent ici donc à ce que j'appelle maintenant ici les familles, parce que chaque quartier est subdivisé donc en familles. Vous me suivez bien? Maintenant,
on sait également que les familles sont constituées de genres, des hommes et des femmes. Alors donc là-bas, où je parlais donc de section, après section, on a position tarifaire. Maintenant, pour revenir aux sous-positions tarifaires, alors donc dans chaque famille, il y a donc des genres, des hommes et des femmes. Maintenant ici également, si on fait l'assimilation au niveau donc de la ville, dans chaque famille, vous verrez les genres, les hommes et les femmes. Vous suivez bien? Donc là-bas, vous trouvez, ça correspond avec la position tarifaire. Cette position tarifaire maintenant sera subdivisée en sous-position tarifaire. Pourquoi? Parce que si on compare ici par rapport à notre ville, au niveau de la famille, on a distingué les genres, mais les genres sont constitués d'individus. Pour donc vous donner un exemple précis, si vous voulez donc localiser M. Thiam au niveau de Bambey, la première chose à faire, c'est de connaître la ville où M. Thiam habite. Si vous, par exemple, j'avais un ami qui quitte le Canada pour venir me rendre visite au Sénégal, sa première préoccupation, c'est de connaître donc dans quelle ville j'habite au Sénégal. Alors, il élimine, on dit Bambey. Il sait que maintenant, je suis habitant de Bambey, mais Bambey est constitué de plusieurs quartiers. Alors, son deuxième choix maintenant, il va le porter du moins sur la connaissance du quartier où M. Thiam habite. S'il arrive à dénicher le quartier, comme on dit, Léona, ainsi il a éliminé Wahaljam, il a éliminé DVF, il a éliminé le quartier Escale. Maintenant, il nous reste Léona. Au sein de Léona, maintenant, il y a plusieurs familles. Il y a les Djaou, il y a les Ndiaye, il y a les... Je ne sais pas moi. Maintenant, s'il s'intéresse aux familles Thiam, là, vous voyez, plus donc on avance, plus donc le champ est réduit. Il arrive maintenant dans la famille Thiam, il y a les garçons, il y a les filles. Alors, monsieur, vous cherchez qui? Moi, je cherche un homme. Alors, on fait ressortir tous les hommes qui habitent donc dans la famille. Parmi ces hommes, vous cherchez qui? Il va me désigner du doigt pour m'appeler donc de par mon nom. Ce qu'on appelle donc la démarche logique pour arriver à la classification. Cette démarche-là qu'on appelle la technologie tarifaire, qui consiste à classer n'importe quel produit dans la nomenclature afin de permettre au service des douanes de connaître les droits et taxes applicables à cette marchandise. C'est ça l'importance donc de ces règles générales. Les règles générales, il faut donc pouvoir les maîtriser. Les règles générales interviennent quand est-ce? Les règles générales, nous dit-on, interviennent en général pour les articles qui sont composés. Ou bien les articles qui ont plusieurs fonctions, sans pour autant qu'on arrive à déterminer quelle est la fonction principale de la machine. Là, pour classer, il faut se rabattre donc au niveau donc des RGNT. Quand vous tombez sur un article maintenant qui a deux ou plusieurs matières, du bois et du fer, le bois classé au chapitre 44, le fer classé au chapitre 73, dans quel chapitre je vais classer? Là également, une des règles de la RGNT va intervenir pour classer. Donc bref, les RGNT sont là pour trancher donc la complicité donc des articles composés. D'accord? Maintenant, quelle est l'importance donc des critères de classification comme outil? Les critères de classification. Les critères sont, j'ai relevé donc 4 critères. La nature. Qu'est-ce que m'autorise donc la nature? Quelle est l'importance de la nature dans le cadre de la classification des marchandises? La nature vous permet de localiser la section. C'est comme si on dit, vous cherchez M. Thiam, la section, la nature vous permet de trouver la ville dans laquelle M. Thiam habite. Donc si je connais donc la nature de la marchandise, ainsi je peux trouver dans quelle section l'article prétend être classé. Donc voilà l'importance de la nature. Donc pour classer un produit, il faut impérativement s'appuyer sur sa nature. C'est pourquoi on dit la nature de la marchandise est un critère de classification. Alors ensuite, on va vous parler de l'aspect de présentation donc du produit, qui est un élément essentiel dans le cadre de la classification. En général, en application pratique, toutes les fausses déclarations d'espèces émanent donc de cet élément-là. L'aspect de présentation, c'est un critère fondamental de taxation. Parce que si on dit, je peux vous citer un exemple sur l'aspect de présentation. Si on dit, on importe des poissons. Alors là, personne ne peut, poisson peut avoir la position 0303, peut-être 0303. Vous suivez bien? Mais pour trouver la position, la sous-position tarifaire, il faut donc nous donner l'aspect de présentation de ce poisson. Est-il un poisson frais? Est-il à l'état réfrigéré? Est-il à l'état congelé? Est-il à l'état fumé? Vous suivez bien? Est-il à l'état séché? Donc vous voyez que l'aspect de présentation joue un rôle fondamental. Vous avez par exemple de la graisse.
Est-ce que la graisse est à l'état fondu? Est-ce qu'elle est à l'état frais? Est-ce qu'elle est à l'état congelé? Vous voyez, l'aspect de présentation également est un critère fondamental de taxation. Parce que dès l'instant qu'il y a l'aspect de présentation donc change, la nature du produit peut changer. Si on se résume par exemple à classer graisse de porc à l'état frais, vous pouvez le classer au chapitre 2. Mais si j'ajoute graisse de porc à l'état fondu, la graisse a changé d'aspect de présentation, elle a changé de nature, elle ne relève plus du chapitre 2, mais plutôt au chapitre 15. Vous voyez? Ce sont ces jeux-là. Il faut avoir la maîtrise donc de ces 4 critères. Il faut maîtriser la nature qui me permet de localiser la section, mais je dois tenir compte également de l'aspect de présentation qui est un critère essentiel. Parce que poisson ne veut pas dire poisson tout simplement. Quel est l'état, l'aspect de présentation de ce poisson? Est-il à l'état frais, à l'état congelé, à l'état, je ne sais pas moi. Alors, une fois l'aspect de présentation change, la nature change, la position tarifaire change, les droits de taxe également changent. Vous suivez? À part l'aspect de présentation, vous avez ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'article. Quels sont les éléments qui composent votre article? Si vous tombez par exemple sur un article composé, par exemple une chemise constituée de 40% de coton, 60% de polyester, alors sur quel article je vais classer? Là également on invoque les RGNT pour classer. Vous pouvez tomber également comme sur les outils, un marteau, manche, fer, et la tête c'est en fer, manche c'est en bois, bois 44, fer chapitre 73, est-ce que je vais classer comme outil en fer ou bien outil en bois? Là également ce sont les règles générales d'interprétation qui vont venir régler cette question. Vous suivez bien? Et enfin il nous reste ce qu'on appelle le critère de destination. En quoi la destination peut influer donc dans la classification de l'article? Supposons, je dis, j'importe un éléphant par exemple. Un éléphant, tout le monde sait que bon, par exemple, s'il est vivant, c'est un animal vivant. Ceux qui connaissent donc le tarif doivent pouvoir le classer, dire que le lion, l'éléphant prétend être classé au chapitre 1. Parce que dans le chapitre 1, vous avez là-bas tous les animaux qui sont vivants. À part quelques exceptions. C'est pourquoi en techno d'ailleurs, on nous interdit d'affirmer, de dire que l'éléphant est classé au chapitre 1. On doit dire l'éléphant prétend être classé au chapitre 1. Pour en avoir la certitude maintenant, il faut aller lire les notes de position et de sous-position du chapitre qui en délimite son champ d'application. Donc on n'affirme jamais en technologie. Donc la destination, en quoi la destination peut donc... J'ai dit éléphant. Si l'éléphant est vivant, on peut le classer au chapitre 1. Oui, s'il ne fait pas partie des éléphants exclus donc du numéro 9508, classé au 9508, il sera repris au chapitre 1. D'accord? Mais dès l'instant que j'ajoute éléphant destiné au cirque, là, il ne relève plus donc du chapitre 1, parce que par rapport à sa destination. Comme je peux donner également l'exemple donc du sang d'animal. Le sang d'animal, tout le monde sait que s'il est comestible, on le classe, il prétend être classé au chapitre 2. Mais si vous lisez les dispositions du chapitre 2, bon, on vous dira que ce sang est exclu pour être classé au chapitre 5 ou bien au chapitre 30. Pourquoi au chapitre 5? Parce que s'il n'est pas considéré comme, s'il est considéré comme du sang d'animal comestible tout court, il relève du chapitre 5. Mais si on ajoute sang d'animal destiné à la fabrication de médicaments, là, il sera assimilé aux médicaments parce qu'il sert à fabriquer des médicaments. Et il va relever donc du chapitre 30, plus précisément à la position 30.02. Donc, vous voyez, quand on classe, on tient compte donc de la maîtrise des RJNT et on tient compte également de l'importance de ces critères de classification. Maintenant, je disais, il faut comprendre que la technologie tarifaire, c'est la seule matière, du moins à mon niveau, c'est une matière que je ne donne pas comme ça théoriquement, c'est des applications pratiques, parce que personne ne peut étudier 97 chapitres comme ça, ou bien tenter de les parceriser. J'ai oublié de vous dire que ce tarif-là, je vous ai parlé de sections qui sont au nombre de 21 sections. Ces sections ont été subdivisées donc en chapitres qui se résument au nombre de 97. Ces chapitres également subdivisés sous forme de position tarifaire, on avait relevé 1241, subdivisé maintenant en sous-position tarifaire qu'on appelle la nomenclature, le numéro qui identifie le produit, qui sont au nombre de 5019, je ne sais plus, donc en tout cas plus de 5000. Vous suivez bien? Donc personne n'a la capacité de parceriser tous ces 5000, plus de 5000 numéros constitués chacun donc de 10 chiffres.
Donc il y a une approche, il y a une méthode alors qui nous permet de trouver n'importe quel produit dans le tarif des douanes. C'est cette méthodologie-là qu'on appelle la technologie tarifaire. Et la meilleure façon, le meilleur moyen donc d'accéder à la classification d'un produit, c'est de se prémunir d'une part des matériels pédagogiques, être outillé d'un tarif, avoir un tableau synoptique et un dictionnaire. Et d'autre part, avoir la maîtrise des règles générales d'interprétation pour la nomenclature et comprendre le sens de l'utilisation des 4 critères de classification d'une marchandise. Maintenant, pour approfondir et vous donner maintenant l'importance de ces éléments, pour vous donner une idée donc de la classification, je vais porter mon regard aujourd'hui sur la classification des animaux vivants, des animaux et des produits du règne animal, autrement dit, les produits qui sont classés à la section 1. J'ai dit que le tarif est constitué de 21 sections. Aujourd'hui, je porte mon regard sur la section 1 qui reprend l'ensemble des animaux et les produits du règne animal. Alors j'avais dit que donc la section c'était donc le quartier. Un quartier est subdivisé en familles. Donc dans cette section 1 où on reconnaît l'ensemble donc des animaux et les produits du règne animal, alors il y a combien donc de quartiers là-bas? Il y a combien donc dans ce quartier il y a combien de familles? Alors dans la section 1, vous trouverez là-bas 5 chapitres que j'assimile donc aux familles. 5 familles. La première famille, le chapitre 1, reprend les animaux vivants. Donc dans le lot des animaux et les produits du règne animal, le chapitre 1 ne reprend que les animaux qui sont vivants. Donc dès l'instant que l'animal est mort ou bien c'est un produit dérivé donc de l'animal, le chapitre 1 ne s'y intéresse pas. Le chapitre 1 ne s'intéresse qu'aux animaux vivants. Alors, le chapitre 2 dit, moi dans ce groupe des produits donc des animaux et des produits d'origine animale, moi je ne m'intéresse qu'aux viandes, aux abats qui sont comestibles. Viande et abats comestibles, à condition que ces produits soient des produits donc comestibles. Oui, ces produits peuvent habiter chez moi. Donc le chapitre 2 reprend les viandes, poissons, qui sont viande donc et abats comestibles. Excusez-moi, c'est pas poisson, c'est viande et abats donc qui sont comestibles. Ensuite, le chapitre 3 maintenant dit, dans le lot de ces produits, moi je ne classe que les poissons, les crustacés, les mollusques et certains invertébrés inaquatiques. Aquatiques du moins. Certains invertébrés donc aquatiques. Voilà donc les produits donc qui m'intéressent au chapitre 3. Et le chapitre 4 maintenant dit, moi je ne reprends que les produits qui sont d'origine animale, mais comestibles, comme le lait, comme le beurre, le fromage, du miel, je ne sais pas moi. L'ensemble donc des produits qui sont d'origine animale, dès l'instant qu'ils sont comestibles, alors le chapitre 4 dit, ces produits-là m'intéressent, ils peuvent habiter chez moi. Et maintenant le dernier chapitre, le chapitre 5, il dit, moi je suis le chapitre fourre-tout, qu'on assimile donc aussi, c'est la famille donc appelée Ndaïdara. Tout habitant, tout élément donc qui habite dans ce quartier et qui n'a pas donc une famille d'accueil, alors venez, moi je vais vous accueillir chez moi. Ainsi donc, la section 1 qui reprend les animaux et les produits du règne animal a été subdivisée en 5 chapitres. Donc, le chapitre 1 qui reprend les animaux vivants, le chapitre 2 s'intéresse aux viandes et aux abats comestibles, le chapitre 3, poissons, crustacés, mollusques et les invertébrés aquatiques. Ensuite, le chapitre 4, les produits d'origine animale, mais qui sont donc comestibles. Et le chapitre 5, qui représente le chapitre fourre-tout, qui reprend donc les produits d'origine animale, mais non dénommés, ni compris ailleurs. Les produits donc qui n'ont pas pu être classés donc dans les 4 premiers chapitres, forcément donc se verront classés donc dans le chapitre fourre-tout. Voilà la disposition. Maintenant, si on vous demandait, de par cette présentation, de me classer donc du poisson, un poisson frais. Alors là, d'après la lecture donc du tableau synoptique, sachant que donc c'est dans la section 1 où on classe les animaux et les produits d'origine animale, c'est la nature du produit qui me permet de trouver donc la section. C'est un animal. Où est-ce que sont classés les animaux? Alors les animaux sont classés à la section 1 et leurs dérivés. Les animaux et les produits d'origine animale habitent le quartier 1, section 1. Maintenant, je dois m'intéresser à comprendre, à trouver maintenant sa famille. Je fais la lecture
les différentes familles et je me rends compte que le chapitre 1 dit, moi je ne reprends que les animaux qui sont vivants. Alors maintenant, mon poisson là, il n'est pas vivant. Et même s'il était vivant, si vous lisez la lecture du chapitre 1, même si le poisson était vivant, vous dites poisson, les animaux vivants, ne dites jamais que le poisson sera classé au chapitre 1. Et logiquement, si on tient compte de sa nature, on dit que oui, le poisson doit être classé au chapitre 1. Parce que c'est un animal vivant. C'est pourquoi on nous interdit en technique de dire le produit est classé. On dit poisson prétend être classé au chapitre 1. Pour en avoir la certitude, nous devons maintenant lire les dispositions du chapitre 1 pour savoir si les poissons restent classés ou bien ils seront exclus. Et si vous lisez donc les dispositions de ce chapitre 1, alors le chapitre 1 vous dira: le présent chapitre comprend tous les animaux vivants à l'exclusion de, premièrement, il vous cite les poissons, les crustacés et les mollusques. Donc vous n'avez plus le droit de le classer là-bas. Suivez? Et il vous renvoie donc au niveau du chapitre 3. C'est comme si vous avez commencé également avec le tableau synoptique. Vous avez vu que dans le chapitre 3, il y a poissons. Je peux aller directement classer au chapitre 3 qui reprend les poissons. Arrivé au niveau donc de ce chapitre, vous devez lire les dispositions. Si vous lisez les dispositions, maintenant, vous avez poissons, crustacés, mollusques. Maintenant, quand vous faites la classification, du fait que maintenant, poisson, il est clair, il relève du chapitre 3, d'après la lecture de la note 1, petit a du chapitre 1, poisson est exclu des animaux vivants pour être classé au chapitre 3. Je viens au chapitre 3. Et je trouve sa position et je classe. Mais s'il s'agit maintenant d'un poisson maintenant qui est mort, à l'état frais, à l'état réfrigéré, à l'état congelé, je ne sais pas moi, là, il reste toujours un produit du chapitre 3. Mais sa position tarifaire varie en fonction de son aspect de présentation. C'est là où l'aspect de présentation du produit intervient. L'aspect de présentation peut intervenir dans un cas, par exemple, j'importe du thé, 500 cartons de thé. À l'arrivée, du fait d'un défaut d'emballage, à l'arrivée, sur les 500 cartons, les 100 cartons se sont détériorés du fait d'un défaut d'emballage. Et maintenant, après récupération, on a 400 cartons, on a 20 cartons qui sont donc impropres à la consommation humaine du fait de leur aspect de présentation. Alors là, on ne classe plus en tant que thé, mais ça va être donc des déchets. Suivez bien, il faut tenir compte de l'aspect de présentation. Comme je disais tantôt également par rapport à graisse de porc à l'état frais, peut-être classé au chapitre 2. Mais si vous dites graisse de porc à l'état fondu, elle ne relève plus donc du chapitre 1, de la section 1, compte tenu de sa nouvelle nature. Elle est à l'état liquide et ça devient de l'huile, classée au chapitre 15. Donc la technologie tarifaire, ce n'est pas des cours qu'on récite comme ça ou bien donc des leçons. Non, non, on vous donne la méthodologie. Vous avez le tableau synoptique, vous avez le tarif et hop, on se lance aux exercices et on tente d'interpréter. Je vous dis, si vous prenez le tableau synoptique, menu d'un dictionnaire, vous faites la lecture par exemple, ne tentez pas ne vous intéressez pas pour le moment à trouver la position tarifaire donc de l'article, ne vous intéressez pas pour l'instant à ça. Essayez tout simplement de trouver dans quel quartier, dans quelle section habite mon article. Là, vous prenez le tableau synoptique pour lire. Même en faisant du thé, moi je lis le tableau synoptique. Donc le tableau synoptique, c'est 3 feuilles. Hein. C'est même pas recto verso. 3 pages. Tu as le résumé du tarif des douanes, le tableau synoptique. Donc là où je peux l'amener là, c'est comme un journal, le tableau synoptique. Donnez-moi n'importe quel article, je vais vous donner donc le chapitre dans lequel, le chapitre donc de référence. Ce qui m'a permis aujourd'hui de classer n'importe quel produit, c'est pas parce que j'ai parcourisé. Non. J'utilise donc le tableau synoptique. Moi, je ne classe pas en tenant compte du tarif. Avant de m'intéresser au tarif, je m'intéresse d'abord à mon tableau synoptique. C'est le tableau synoptique qui est le résumé du tarif. Donnez n'importe quel article. Vous dites poste téléviseur. Alors, avant d'ouvrir le tarif et d'aller chercher la position tarifaire donc, de votre poste téléviseur, prenez le tableau synoptique qui est le résumé. Essayez de lire parmi les différentes sections, ce que j'ai dit donc, les différents quartiers. Dans quel quartier habite vos postes téléviseurs? Si vous retrouvez donc le quartier, c'est la section, je ne sais plus, section 15 ou section 16. Alors là, je lis la section et je retrouve donc le chapitre. Et on me dit au niveau du chapitre 85, après avoir localisé le chapitre, c'est là où maintenant que vous devez donc aller prendre le tarif pour lire les dispositions et savoir est-ce que votre poste téléviseur sera donc
inclus dans ce chapitre indiqué par le tableau synoptique ou exclus pour être classés donc dans une autre position tarifaire. C'est une démarche. Comme la définition l'indique, on a dit que c'est une méthodologie logique et cohérente qui autorise aux déclarants en douane d'avoir la capacité de classer n'importe quel produit dans la nomenclature afin de permettre au service des douanes l'ensemble des droits et taxes afférents donc à ce produit. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on parcourise ou bien, non, c'est une démarche. Vous me donnez, toujours donc dans le cadre donc, de la section 1, je dis du beurre par exemple, le beurre. Est-ce que le beurre peut être classé donc au chapitre 1? Non, si vous disposez du tableau synoptique, non, parce qu'au chapitre 1, il n'y a que les animaux vivants. Chapitre 2, viande et abats. Chapitre 3, poissons, crustacés. Chapitre 4, on dit le miel naturel, les œufs d'oiseaux. Finalement, pour donc ne pas citer tous les produits, on dit tous les produits d'origine animale comestible. Donc, beurre y compris. De par le libellé, donc je peux classer donc le beurre à partir du chapitre 4. C'est une démarche. C'est pas quelque chose qu'on parcourise. Hein. C'est la matière de base parce que pour les déclarants en douane, au moment de l'examen, même si vous avez 20 en procédure, vous avez 20 en régime, 20 en contentieux, 20 en, je sais pas moi, en fiscalité douanière, si vous avez moins de 8 en techno, vous ne pouvez pas obtenir le diplôme. Parce que le travail du déclarant se résume autour donc de la tarification. Si vous n'arrivez pas à classer, vous n'arrivez pas à déterminer les droits de taxe. Avant donc de liquider, il faut d'abord localiser les droits de taxe. Même si vous êtes très fort en fiscalité, vous êtes très fort en matière de calcul, mais vous calculez sur la base de quoi? Donc la base du dédouanement repose sur la technologie tarifaire, ce qu'on appelle la nomenclature tarifaire. Donc ici, c'est un cours que je vous présente comme ça, de façon, comment dire, je veux dire tout simplement que ce n'est pas une matière théorique, mais plutôt donc c'est des applications qui nécessitent donc une matière qui nécessite donc des applications pratiques. On vous donne des exercices, vous avez le tableau synoptique, mais chacun peut se donner des exercices. Moi, au cours de ma formation, avant la fin de l'année, j'avais maîtrisé le tableau synoptique dans son ensemble. Vous me donnez n'importe quel article, je vous donne le chapitre de référence. Je ne peux pas trouver la position tarifaire, je ne peux pas trouver la nomenclature, je n'ai pas cette tête-là. Mais n'importe quel produit, vous citez n'importe quel produit, je vous donne le chapitre de référence. Pour arriver à ça, c'est simple. Hein? On n'a pas besoin de parcouriser. Je prends mon tableau synoptique, je dispose de mon tableau synoptique, j'ai mon tarif. Alors, j'ai également le dictionnaire. Le dictionnaire est capital. J'ai failli perdre mon examen parce que je ne disposais pas donc d'un dictionnaire et on m'avait demandé de classer un vilebrequin. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne comprenais pas ce que c'est un vilebrequin et je n'ai jamais eu de véhicule. On m'avait demandé également de classer donc ferro-sérieux, je ne connaissais pas. Et pour pouvoir classer, il faut connaître la nature du produit. Et quel est le meilleur moyen maintenant pour découvrir la nature d'un produit libellé en français? Je prends le dictionnaire. Le dictionnaire va vous dire, bon, ferrocérium, c'est comme les allumettes et autres là, assimilés aux pierres de briquet. Je vais directement au chapitre 36. Si je connais la nature, je peux aller directement. Avec l'appui du tableau synoptique, je trouve tout de suite le quartier et je déduis le chapitre. Si vous connaissez le quartier, je déduis tout de suite la famille. Je rentre dans la famille, maintenant je lis et je désigne du doigt mon espèce. C'est une démarche, une logique de classification. Donc aujourd'hui, c'était tout simplement pour venir donc vous présenter la technologie tarifaire. Pour bien maîtriser donc cette matière, je conseille à tout étudiant, surtout aux déclarants en douane, d'avoir un tableau synoptique. Chez soi, hein, il faut avoir, moi, durant ma formation, j'avais mon tarif à moi, j'avais mon tableau synoptique à moi et j'avais donc mon dictionnaire à moi. Alors je tombe sur un article, je peux me donner des exercices, n'importe comment, je circule dans la rue comme ça, n'importe quel article, même tous les produits ont une position tarifaire. Même si vous dites sable, le sable a une position tarifaire dans le tarif. N'importe quoi. Citez arbre, je ne sais pas moi, citez robe, citez tout ce que vous voyez, même dans votre chambre. D'ailleurs, essayez de classer les articles qui vous entourent. Dans ma chambre, donc il y a l'armoire, je ne sais pas moi, il y a les matelas, il y a, je sais pas moi, il y a ventilateur, je ne sais pas moi, il y a un poste téléviseur, je ne sais pas moi, il y a les carreaux, je ne sais pas moi. Il y a autant de choses. Hein.
Tous ces articles-là, je tente de les classer. Je ne tente pas de trouver leur position tarifaire. Je m'intéresse tout simplement, en mappant du tableau synoptique, de localiser donc quel est le quartier dans lequel cet article-là habite pour pouvoir déduire donc sa famille. Si j'arrive à localiser la famille, maintenant le reste, maintenant c'est une démarche, il suffit tout simplement de lire et de pouvoir donner une bonne interprétation donc, du contenu donc, du libellé pour arriver donc, à la position tarifaire. Donc c'est une démarche, c'est pas une matière qu'on parcourt. Et d'ailleurs c'est pourquoi dans les établissements il est rare de voir la technologie enseignée. Moi au Sénégal je connais deux profs qui sont très forts en technologie tarifaire et c'est tous des Mbaye. Il y a M. Antou Mbaye et il y a un autre Mbaye que j'ai connu donc à TT. Il avait même pris sa retraite, mais compte tenu de ses compétences, il a été retenu là-bas. Il classe sans pour autant regarder le tarif. Alors ceux qui ont connu également M. Antou Mbaye, ils savent ce que je dis. Il classe sans pour autant regarder le tarif. Vous lui dites, M. Mbaye, stylo, il vous dit, lisez la note telle, du chapitre tel. Alors le produit relève du 96. Alors vous lisez, vous tombez sur la note. Là, c'est des génies, je ne sais pas par quel moyen. Mais au moins, nous, ce que j'appelle donc les ordinaires, avec le tableau synoptique, je ne peux pas arriver donc à trouver la nomenclature comme le français de M. Mbaye là. Mais donnez-moi n'importe quel article, avec le tableau synoptique, je localise tout de suite donc la section pour déduire le chapitre. Et si je trouve le chapitre, c'est fini. Là, il suffit maintenant c'est la différence entre maintenant savoir parler français et comprendre le français. M. Diam ne parle pas un bon français. Moi, je ne parle pas un français académique. Je confonds les le et les là, les concordances de temps, je m'en fous. Parce que je suis technicien, je ne suis pas littéraire. Et encore moins le français, même pour les Français, c'est une langue très difficile. Le jour où mon maître a écrit au tableau éléphant avec PH, moi j'ai démissionné. Hein. Sincèrement, j'ai démissionné de cette langue-là. Éléphant. J'ai écrit avec F. Alors, bref, c'est pour dire donc que là, il faut comprendre le sens, le contenu. Il ne suffit pas donc de parler le français là, non, de comprendre le sens donc des mots. C'est qu'on dit une interprétation. Si vous êtes bien, si vous comprenez bien le français, alors dès l'instant que vous trouvez donc la section pour déduire donc le chapitre, alors c'est fini. Il suffit maintenant d'interpréter donc les lectures des positions et des sous-positions des chapitres qui délimitent le champ d'application pour savoir maintenant est-ce que le produit reste classé, oui ou non. Et là également, au niveau des notes, du moins à mon niveau, moi quand je donne un exercice en technologie qui est noté sur 2 points, le raisonnement est noté sur 1,5. Le numéro, autrement dit, la solution finale est notée sur 0,5. Parce que chacun peut ouvrir le tarif et tomber par hasard sur le numéro. Je vous demande, donnez-moi la position tarifaire du sucre, donnez-moi la position tarifaire des carreaux, vous tombez, vous trouvez donc la position tarifaire. Vous avez ouvert le tarif, vous êtes tombé sur la position tarifaire. Mais sans pour autant comprendre par quelle voie et moyens donc il faut passer pour arriver à ce résultat. Donc moi, ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, mais c'est la démarche. Parce qu'un bon déclarant, il doit donc avoir un argumentaire solide. Parce que le déclarant, c'est qui? C'est l'avocat du client. Un avocat doit être outillé, doit être rempli d'arguments. Si maintenant vous n'avez aucun argument donc, justificatif, si vous n'avez aucun argument pour étayer maintenant ce que vous dites, là, votre position tarifaire, là, vous n'êtes plus donc un bon déclarant. Et le bon déclarant, c'est celui qui s'est classé. Et pour classer, donc, il faut avoir la maîtrise de la démarche. Vous me donnez, supposons, M. Thiam, classe-nous poisson séché. Je dis, le tableau synoptique, poisson c'est un animal. Qu'il soit donc vivant ou mort, en tout cas, il doit habiter à la section 1. Pourquoi? Parce que dans la section 1, il est clairement notifié. C'est l'ensemble des animaux, qu'ils soient vivants ou morts, et les produits d'origine animale. Je suis en présence donc d'un poisson séché. Alors mort, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire la lecture de la section 1. Je vais dans la section 1. J'ai trouvé le quartier. Je vais lire. Au niveau donc de ce quartier, il y a 5 familles. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Chapitre 1, animaux vivants. Mon poisson, il est à l'état séché, donc il n'est pas vivant. Chapitre 2, viande et abat. Ça ne répond pas. Chapitre 3, poisson, crustacés et mollusques. Je dis donc, mon poisson prétend être classé au chapitre 3. Pour en avoir la certitude, il me faut aller lire les dispositions du chapitre 3. En lisant les dispositions du chapitre 3, vous vous rendrez compte que si vous lisez la note 3 petit a, on vous dira que ce chapitre-là reprend tous les poissons, à l'exclusion maintenant des poissons qui sont impropres à la consommation humaine. Si votre poisson maintenant est impropre à la consommation humaine, il ne relève plus donc du chapitre. Mais s'il est propre à la consommation humaine, oui, il reste inclus du chapitre. Vous suivez bien? Alors donc, pour donner donc le raisonnement, je dis,
D'après la lecture de la note 1, petit a, du chapitre 3, les poissons restent classés au chapitre 3 et relèvent du numéro 03, 03 et je complète ma position. Arrivé devant l'inspecteur, si on vous demande, mais monsieur Thiam, pourquoi vous avez classé? Là, j'ai mon argument. Je dis donc à l'inspecteur, faites la lecture des dispositions de la note 3, de la note 1, petit a, du chapitre 3. Et là, donc, vous avez un argument qui convainc. Mais vous ne pouvez pas tomber du ciel et me donner donc un résultat comme ça. Donc, sur 20 exercices, je vous donne 10 exercices. Sur chaque exercice est noté sur 2. Si vous ne trouvez que les positions tarifaires, vous aurez 5 sur 20. Mais si vous trouvez donc la logique, le raisonnement, vous aurez 15 sur 20. Donc, moi, j'appuie le raisonnement. Par quelle démarche vous êtes passé donc pour arriver à la solution et non donc s'intéresser donc à la solution. Mais si c'est le 0404, comment vous avez fait pour arriver au 0404? Vous suivez? Donc aujourd'hui, pour ne pas faire comme la dernière fois là où je présentais le dédouanement des véhicules, ce jour-là j'étais fatigué avec la coupure d'électricité. Et comme c'est un chapitre qui porte donc sur la détermination donc de la valeur carte des droits et taxes. J'avais même oublié que je travaillais donc avec une chaîne de marketing TV, quoi. Moi, c'est comme si j'étais en classe, alors le cours, je devais le terminer. Et j'allais même faire un exercice d'application. Mais par mesure donc de délai, de temps, donc je suis tenu donc de faire donc une cours d'une heure. Peut-être prochainement, j'aurai l'occasion de revenir maintenant sur des applications techniques. Mais suivez bien un conseil. Pour arriver donc à la maîtrise de la technologie tarifaire, tout étudiant qui s'intéresse dans le domaine du transit doit se prémunir d'un tarif. Le tarif, vous pouvez donc le télécharger dans n'importe quel téléphone et ensuite aller donc faire le tirage au niveau de l'université. À 12 000, vous avez un tarif complet. 12 000, vous avez le tarif au complet. Et marchez dans la rue, classez n'importe quel produit. Ne tentez pas de trouver la position tarifaire. Intéressez-vous tout simplement à localiser la section et le chapitre dans lequel le produit prétend être classé. Vous le faites pendant un mois, au moins, sans vous en rendre compte. Hein. On vous dira du thé, vous dites chapitre 9, vous dites des chaussures, je dis chapitre 64, vous dites les verres, je dis chapitre 70. Ça vient comme ça. Parce que vous connaissez, hein, la mémoire c'est comme comment on dit là, c'est comme les appareils photographiques. Vous lisez, elle capte. Vous lisez, elle capte. Un jour, vous lui demandez, elle vous fait la photocopie de tout ce que vous avez lu, hein, sans pour autant parteriser. Non, faites la lecture tout simplement. Lisez. C'est comme un jeu. Je classe n'importe quoi, moi. Quand je circule dans la rue, je classe n'importe quoi. Des pierres, même je classe. Pierres concassées, je classe. Vous allez au chapitre 27, vous trouvez les pierres concassées. C'est comme ça. C'est pas quelque chose qu'on parterise. Non, non, non. C'est des exercices donc perpétués. Il faut donc faire autant d'exercices. C'est des applications pratiques, la technologie tarifaire. Vous ne verrez jamais donc un cours de technologie, un étudiant avec un cahier, un cours rempli comme ça de façon théorique. Non, 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 ce ne sont que des applications. 97 chapitres. C'est comme ça qu'on doit les maîtriser. Être outillé d'un tarif, d'un dictionnaire, d'un tableau synoptique. Avoir la capacité donc de maîtriser, d'interpréter les 7 règles générales d'interprétation et de pouvoir également utiliser les 4 critères de classification des marchandises qui se résument donc à la nature, l'aspect de présentation, les éléments constitutifs et le critère de destination. Le critère de destination peut changer la nature, l'aspect de présentation peut changer la nature, mais la nature consiste à trouver la section. L'aspect de présentation peut influer, comme je l'ai expliqué tantôt, la destination également, les éléments constitutifs. Alors je tombe sur un article, comme je l'ai donné tantôt, une chemise qui est composée de 50% de coton et 50% de laine. Là, comment trancher? Là, c'est la RGNT, ce sont les règles générales qui interprètent, qui disent, alors ici, dans un tel cas, il n'y a pas ni plus ni moins, il y a 50%, 50%. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher la position tarifaire du coton et la tarification donc de la laine. Quel est l'article qui a le tarif le plus élevé? Si par exemple laine est classée avec DD2, coton avec DD3, là on taxe avec coton. Mais si les deux articles donc ont
La même tarification, DD3, DD3. Là, ils ont le même poids, 50%, 50%, ils ont le même tarif. DD3, DD3, 20%, 20%. Alors là également, ce sont les règles générales. Il y a une des règles, c'est la note 3 petit âge, si je ne me trompe, qui va venir vous dire, non, non, maintenant il faut classer en tenant compte de l'article qui se trouve au bas de la nomenclature. Si l'aide maintenant relève du chapitre, je ne sais pas moi, 53, je ne sais plus, alors que le coton relève du chapitre 52, quel est l'article qui se trouve au bas de la nomenclature? La laine, parce que 52 précède 53. Donc le numéro qui se trouve au bas de la nomenclature, c'est le 53. Donc pour me résumer, pour mieux maîtriser la technologie, voilà donc le conseil que je vous donne. Alors il faut aller chercher un tarif, un tableau synoptique et un dictionnaire. Maintenant, avoir la maîtrise de ces règles générales d'interprétation et portez toujours votre regard donc sur les critères de classification, à savoir la nature, l'aspect de présentation, les éléments constitutifs et la destination de la marchandise. Je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas trop tirer donc en longueur, je dois donc vous remercier et présenter encore mes excuses donc, sur l'hommage du défunt M. Alassane Sy Passy. Ce jour-là également, j'étais trop pris, j'avais donc des obligations ailleurs. Mais Passy, pour me résumer, Passy là. Passy, pas aussi ñëpp la quoi. Man je l'ai connu tout au début, depuis doog a ñëw dans l'enseignement. Noonu la ñu yàlla boolee ba jour bi muy génn àdduna aussi. Sama classe laa génn mu dugg ci classe boobu ndeysaan. Wala ko yàlla moo ne. góor gu doy waar. waaw Passy ñu bëri sax dañ koy témoigner mais xamuñu Passy da nga koy xam nii rek ci kaw Passy il est disponible, Passy day def lu baax, Passy day wax lu baax mais Passy dimension romb na foofu sax pour qui le connaît. Passy on a beaucoup partagé du sax ay école ak yooyu quoi Passy non du sax ay école non c'est sérieux ah muy doog a ñëw si enseignement bi nii école yi mu njëkk a jàngale yëpp maanaam moom ñoo ci daan jàngale nañ ba jàngale ci école taalibe Paaw yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla fay li mu doon def ci nit ñi. Passy je dis que sa vie est positive. Passy bu doxee tànkam bu ko yëkkatee du dox ci lu baax lay dox. Passy bu yëkkatee kàddoom mu wax ci lu baax lay wax bu paree ponctuel sa ponctualité nag moom ma gënoon a neex ci moom. il ma donné rendez-vous dañu daan ànd jógee rond point Patte d'Oie dem Thiès ñu jàngale ji foofu IPM mais pour vous dire rek que ne moom ponctualité ma Passy bu la waxee 8h c'est pas 8h de moom day nekk foofu avant l'heure yow kay la ñuy wax ndax di nga ñëw 8h wala doo ñëw 8h moom ñoo il est là-bas à 8h moins il est là-bas yàlla na ko yàlla yërëm te oui Passy daal pour me résumer mooy xam nga lu ñuy wax nit ku sain mooy Passy kàddoom ci lu baax la jëm jëfam ci lu baax la jëm buy doxit ci lu baax lay jëm man après ça moo sax laa xam ne am nañ yenn lien de parenté yi am naa sama jarbaat boo xam moom lañ ko tuddee am naa sama jarbaat am na jarbaatam boo xam ne bii aussi jur na sama doom Passy daal yàlla moo ñu boole quoi moo tax daal lu yàlla moom moo xam li muy def quoi moom dès ses débuts daal ses premiers pas bi muy dugg ci enseignement professionnel sama loxo bii la téye ñuy ànd wallaahi laa si keroog bi muy génn àdduna tamit sama loxo bii la téye ñu toog ci restaurant bi wax ndeysaan ak étudiants yi bu jëndal leen ay beignet comme d'habitude jënd fataaya bépp pour dañ jënd fataaya jënd beignet yoon étudiants yi chaque jour koy jëppee fu muy jàngalee nag laa wax Passy daal yàlla nga ko yàlla yóbbu àjjana xare ko àjjana ñu dëkk ko faw ba keroog ñu ko koy fekk voilà pour me résumer quoi di remercier également monsieur Laye Bamba Seck et également mon doyen Kane wóor na yàlla donc laa yéex a xàmmee quoi doyen Kane on a beaucoup partagé il y a beaucoup d'établissements qu'on a partagé ensemble oui mais c'est récemment que je vous ai reconnu à travers les commentaires là sincèrement je vous remercie beaucoup de par votre disponibilité de par cette opportunité également que vous nous offrez le fait de partager avec tout le monde c'est essentiel. Moi chaque jour j'apprends à travers Marketing TV et j'espère que je
c'est quelqu'un qui doit enseigner. Hein. S'il cesse donc de faire des recherches, il n'a plus le droit d'enseigner. Bref, pour ne pas donc tirer donc les trucs là en longueur, je dois vous dire que donc j'avais le plaisir de partager donc ces moments avec vous et je souhaite de nous retrouver donc à bientôt. Merci, chers internautes. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci bien.